Salut, c'est Vertui. C'est une petite vidéo solo aujourd'hui pour parler de la situation des lycéens, parler de leur mobilisation et aussi essayer de revenir sur le fond de l'affaire. Alors, on a entendu plein de choses. On entend dans les médias, on entend dans la bouche du ministre de l'Éducation nationale, on entend même dans les manifs que parfois ces lycéens et ces lycéennes ne savent pas pourquoi ils se mobilisent. On a l'impression que c'est juste pour faire péter les cours et qu'il y a un certain je m'en foutisme et une certaine envie d'en découdre simplement avec la police. Alors en tant que tel, on va dire déjà, même ça, c'est une raison presque légitime, dans le sens où, effectivement, dans la société, dans l'état dans lequel elle est, dans l'état dans lequel est l'éducation nationale, c'est légitime de vouloir déjà se battre. Toute révolte a un fond de légitimité, surtout quand elle est menée par les gens les plus précarisés et ceux qui vont avoir le destin et le parcours ensuite scolaire et universitaire le plus difficile possible. C'est le premier point. Deuxième point, c'est le fait que les lycéens savent quand même pourquoi ils se mobilisent. C'est le fait qu'il y a plusieurs lois, plusieurs réformes qui les attaquent. Et ces lois et ces réformes ne concernent pas que eux et que elles. Ils vont concerner l'ensemble de la société. Je vais revenir dessus très rapidement. La première chose contre laquelle se battent les lycéens et les lycéennes, c'est Parcoursup. Alors, pour ceux qui ont passé leur bac au début des années 2000, vous passiez votre bac, vous alliez dans l'université, vous aviez une place dans n'importe quelle filière de l'université qui était garantie. Ça, c'est quelque chose qui a commencé à être remis en cause peu à peu. Ça a été commencé à être remis en cause avec notamment l'application d'un système qui s'appelait Postbac. Postbac, c'est le premier essai d'aiguillage fait pour pouvoir mettre les lycéens, non pas dans les filières de leur choix, mais dans des filières qui arrangent les universités, là où il y a de la place. Donc déjà, c'était une rupture de la garantie d'accès aux filières du choix. Mais, post-bac, il y avait encore un système qui était un système où les vœux étaient faits par les lycéens et lycéennes et où ils étaient hiérarchisés. C'est-à-dire que si vous demandiez quelque chose, vous pouviez le passer en priorité. Avec Parcoursup, en fait, c'est la philosophie complète de ce système d'orientation qui est remise en cause. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hiérarchisation. C'est-à-dire que c'est un algorithme qui est censé trier ce qui vous correspond le mieux. Dans les faits, ce qu'il se passe, c'est que ça crée un pôle en fait de sélection. C'est-à-dire que les lycéens et lycéennes se mettent à disposition de recruteurs, que ce soit des recruteurs du supérieur, d'école par exemple, d'école de commerce, de choses comme ça, donc du privé, ou que ce soit à disposition des recruteurs du public. Quand ils sont mis à disposition, les recruteurs font leur marché, et ceux et celles qui ne sont pas pris en compte dedans, ceux et celles qui ne les intéressent pas, eux, sont éjectés. Quand on voit les chiffres de Parcoursup pendant l'été, 240 000 lycéens et lycéennes qui sont éjectés et qui se retrouvent sans université, c'est pas une erreur, c'est pas un accident, c'est un succès pour les concepteurs de Parcoursup parce que c'était le but. Maintenant que les écoles sont pleines et maintenant que les universités sont pleines, il n'y a plus de recrutement, c'est fini. Alors derrière ça, il y a aussi une composante très importante qui est une composante d'ordre social. C'est-à-dire que Parcoursup, en théorie, n'a pas dans son algorithme des critères qui permettent de discriminer les lycéens et lycéennes en fonction de leurs établissements. Mais par contre, les recruteurs, eux, peuvent intégrer dans leur algorithme maison des possibilités de sélectionner les gens qui viennent de tel ou tel endroit géographique. Ça s'est vu avec une carte des échecs et une carte des réussites de Parcoursup. Ça s'est vu puisque des départements comme le 9-3, des départements ou des établissements qui sont dans la couronne ou dans les banlieues des grandes villes, ont eu des fois des scores proches du zéro. Parce que les lycéens et lycéennes qui étaient dedans n'intéressaient pas les recruteurs du supérieur, qui voulaient, eux, des bons gros bourgeois, des gens qui sera facile de reproduire socialement et donc de faire valoir la grandiosité de leur école ou des choses comme ça. Mais ceux qui étaient de classe populaire ont été presque systématiquement éjectés. Alors ça, c'est le premier aspect Parcoursup. Le deuxième aspect, c'est le nouveau bac. Et celui-là, il est tout aussi dramatique pour les lycéens et lycéennes, mais il l'est également pour l'ensemble de la société. Avant, un bac est égal à un bac. Vous passez un bac, et juridiquement, tous les bacs ont la même valeur. On ne peut pas discriminer quelqu'un par rapport à l'origine de son bac. Bon, ça s'arrange. Des fois, quand on voit de quel établissement est un ou une lycéenne,
effectivement, il y a du délit de sale gueule, ou du délit de sale nom, ou du délit de sale origine géographique. Cependant, maintenant avec ce système-là, comme le bac n'est plus simplement un examen national, mais est un système qui se passe avec du contrôle continu, l'influence de l'établissement et le cadre d'établissement devient prédominant. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez plus un bac qui est, on va dire, validé nationalement, mais vous avez un bac de l'établissement. Vous avez un bac, finalement, qui sera indexé sur la valeur présumée ou réelle de l'établissement scolaire dans lequel vous êtes. Alors, on voit tout de suite les choses arriver. On voit tout de suite les dérives qui peuvent arriver. C'est-à-dire que, par exemple, un établissement réputé difficile, un établissement bas de classement, et en plus, les classements vont prendre une importance phénoménale, puisqu'il y aura une question de confiance par rapport aux établissements scolaires, et bien, ceux qui seront bas du classement, même s'ils ont 16 ou 17 au bac, on leur dira, on sait comment ça se passe là-bas. On sait les conditions dans lesquelles vous l'avez obtenu, votre bac n'a pas de valeur. Vous avez 12 ou 13 dans un lycée de bourgeois, hyper sélect, hyper dur, là, on vous accordera tout ce que vous voulez. En fait, c'est la fin de la valeur du bac en tant que tel. Pourquoi est-ce que c'est dramatique pour le reste de la société? Parce que cette valeur juridique, elle était reconnue aussi par quelque chose qui s'appelle les conventions collectives. C'est quelque chose qui a déjà été attaqué par la loi travail. De très nombreuses fois, c'était un des centres de bataille de la loi travail. C'était casser ces conventions collectives qui garantissent un salaire, une grille de salaire, qui garantissent des conditions de travail aux gens en fonction des secteurs. Ça va être liquidé. Et grâce à la sortie de toute une génération de bacheliers, puis d'étudiants et d'étudiantes, puisque ça se reproduit à la fac aussi, qui ont des diplômes qui n'ont pas de valeur juridique, non seulement ils vont pas rentrer dans les conventions collectives, mais en plus ça va les rendre complètement détruites. C'est-à-dire que ces gens qu'on pourra payer, par exemple, même s'ils ont un bac plus 5, on pourra les payer avec le SMIC, ils vont être utilisés pour faire pression sur les salaires de ceux qui étaient déjà là avant. En gros, on crée une génération de précaires, non seulement pour faire des précaires, mais également pour s'attaquer aux droits du travail de ceux qui sont déjà là, et les mettre en concurrence avec ceux qui sont déjà là. En gros, si ça fait par exemple 30 ans que vous êtes dans la même boîte, vous avez eu des évolutions de salaire, des choses comme ça, comme ça peut maintenant être renégocié par la loi travail, vous allez avoir un gamin qui va être surdiplômé, qui va sortir, et ce gamin, on va le mettre en concurrence avec vous, et on va vous menacer avec. Alors face à ça, on voit tout de suite les risques qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une division, il peut y avoir une haine générationnelle entre ceux qui ont encore des choses qui sont à peu près garanties par les conventions collectives et ceux qui vont arriver et qui auront des diplômes sans valeur. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel le gouvernement et la grande bourgeoisie veulent jouer, parce que c'est un moyen de pression. Et face à ça, il faut qu'on ait une réponse. Et cette réponse, elle ne peut être qu'une réponse unitaire, qu'une réponse d'union des différents secteurs et des différentes générations face à un seul et même ennemi. Parce que si on commence à se laisser diviser, si on commence à les laisser nous mettre en concurrence les uns avec les autres, on va se faire la guerre entre exploités, on va se faire la guerre entre opprimés, et c'est eux qui gagneront, et ils avanceront encore leur position. Alors voilà, la lutte des lycéens, rien que pour ces 2 points, il y en a d'autres. Il y a la baisse des budgets de l'éducation nationale, il y a ce que veut faire le nouveau ministre, il y a toutes ces choses-là, mais rien que pour ces raisons-là, c'est une lutte qui est stratégique, parce qu'elle concerne à la fois l'éducation, à la fois les jeunes générations, mais à la fois l'ensemble de la société. Et il faut se battre contre. Il faut se battre contre jusqu'au bout. Et il faut surtout rester unis, rester fort et ne jamais rien lâcher. Allez, c'est Vertuis, à plus et à une prochaine.